Alors, on va commencer par la première étape, qui est celle que Mme Jocelyne Saint-Arnaud va nous offrir, qui est le cadre historique de la problématique. Mme Saint-Arnaud est une partenaire et une amie, une mentor, une de nos professeurs. Donc, c'est une partenaire privilégiée. Dans les documents que vous allez pouvoir lire sa biographie et elle est à la dernière page. Vous allez aussi pouvoir retrouver le titre des livres qu'elle a écrits, auxquels elle a participé, qui sont en lien avec cette problématique. Alors, sans plus tarder, j'accueille Mme Saint-Arnaud pour la première partie de ce symposium. Bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. On m'a demandé de faire un historique. Je pars en 1957, alors il faut que j'avance assez rapidement, si je veux me rendre jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment je les change? Là, non? Il y a une petite flèche. Ah oui, je vais regarder dans ma petite flèche. Voici. Alors, c'est sûr que toute la question d'abstention ou d'arrêt de traitement est venue de l'avancement des technologies médicales et on a les moyens aujourd'hui de faire vivre des personnes dont les capacités vitales sont minimales. Et donc, dès les années 50, on s'est posé des questions parce qu'on s'est dit vraiment, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Notre rapport à la mort a été changé. On prend maintenant des décisions relativement à des arrêts de traitement qui vont faire en sorte que la personne va décéder. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des préoccupations à ce sujet pour les personnes qui sont en fin de vie, mais aussi pour les personnes qui sont en coma irréversible ou d'autres qui sont atteintes de maladies dégénératives dans les derniers stades. Alors, au cours des années, il y a eu des protocoles, des politiques qui ont été créés pour tenter de répondre à ce problème-là et d'apporter un soutien aux questions difficiles qui se posent maintenant en fin de vie. Alors, ce sont les différentes étapes. Là, je ne vais pas les énumérer maintenant parce qu'on va les voir plus en détail. Donc, il y a 8 étapes différentes. La première fois que la question se pose, d'après les résultats de ma recherche, c'est en 1957. Les anesthésiologistes sont réunis à Innsbruck et puis ils posent des questions au pape. Et donc, quelques-unes de ces questions-là, parce qu'ils se demandaient aussi quand est-ce que la personne meurt, étant donné qu'on a tellement de moyens pour la faire vivre. C'était la troisième question, mais je ne vous l'ai pas mis, mais je vous en parle pareil. Je ne peux pas m'en empêcher, on dirait. Ici, en fait, ils demandent, a-t-on le droit ou même l'obligation d'utiliser les respirateurs dans tous les cas, même dans les cas jugés complètement désespérés par le médecin? Comme vous voyez, la question est toujours actuelle. De retirer, a-t-on le droit ou l'obligation, quand on parle d'obligation, on parle d'obligation morale ici, de retirer le respirateur quand l'état d'inconscience profonde ne s'améliore pas après plusieurs jours. Mettons qu'aujourd'hui, on parle plus en termes de mois. Que faut-il faire si la famille du patient pousse le médecin à retirer l'appareil? Et le pape, évidemment, il n'a pas réfléchi à lui tout seul là-dessus. Alors, il a réuni des experts en médecine et des experts en droit canon. Et voici la réponse qui a été apportée. Alors, il existe un droit et un devoir en cas de maladie grave de donner et de recevoir des soins nécessaires à la conservation de la vie. Ce droit n'oblige qu'à l'utilisation des moyens ordinaires. Alors, voyez-vous, on traîne encore ce vocabulaire-là aujourd'hui de moyens ordinaires. Ça va devenir dans les documents subséquents de l'Église catholique des moyens proportionnés en 1980. Ils vont parler plus de moyens proportionnés, mais en faisant les mêmes rapports. Donc, ce droit n'oblige qu'à l'utilisation des moyens ordinaires selon les circonstances de personnes, de lieux, d'époque et de culture. Et en quoi consiste-t-il? C'est ceux qui n'imposent pas un trop lourd fardeau au malade et à sa famille. Le médecin ne peut agir qu'avec l'autorisation explicite ou implicite de son patient. On a la bioéthique avant l'heure ici, là. Et sa famille aussi peut demander l'arrêt des manœuvres si le malade n'est pas en mesure d'autoriser le traitement. Et l'arrêt de traitement n'est pas alors considéré comme de l'euthanasie.
J'aurais peut-être le goût de vous parler d'euthanasie. Je vais me restreindre là-dessus parce que ça serait drôle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça va être repris dans les années 80. La commission présidentielle va aussi citer la déclaration sur l'euthanasie en annexe. Et puis dans nos protocoles, on retrouve encore de ce vocabulaire de ordinaire, extraordinaire, proportionné et disproportionné. Deuxième étape très importante, c'est la conférence nationale américaine en 1974, où là, on propose que les professionnels de la santé entreprennent des réanimations sans attendre la prescription formelle d'un médecin. Alors, c'est le seul traitement, à ma connaissance, qui ne nécessite pas de prescription médicale. Si vous lisez la suite, tout en assumant que la nouvelle technologie serait utilisée de manière judicieuse dans les cas où elle est médicalement indiquée. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est produit par la suite, puisque dans nos hôpitaux, on réanime de routine. Ça prend une prescription de non-réanimation. Ça pose des problèmes éthiques. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? On est aux États-Unis et on commence à développer des politiques de non-réanimation. Les hôpitaux américains commencent à en développer en 1975 et en 1982, on peut dire qu'il y a 60% des hôpitaux américains qui ont un protocole de non-réanimation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont surtout les institutions universitaires qui ont une affiliation académique ou une affiliation religieuse qui ont émis de tels protocoles. Intéressant aussi ici, le recours aux tribunaux dans le cas de Karen Ann Quinlan. Je ne reprends pas son cas dans le détail, mais trauma végétatif persistant. Il n'y a pas un expert qui est capable de dire que jamais elle ne retrouvera ses capacités intellectuelles. Et le juge autorise un comité d'éthique à décider de la pertinence de cesser les traitements de maintien des fonctions vitales. Et le juge établit aussi qu'il ne s'agira pas là d'euthanasie. L'hôpital Saint-Clair, où elle était, n'avait pas de comité d'éthique, parce qu'ils en ont créé un pour l'occasion. Alors, on a aussi l'origine des comités d'éthique qui est intimement liée à ces questions d'arrêt de traitement et de protocole. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce cas autorise une tierce personne à consentir ou à refuser des soins au nom de la personne inapte, ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, et de faire valoir, donc, parce que le proche est considéré comme le mieux placé pour faire connaître les volontés que la personne elle-même aurait émises si elle avait été apte. Très important, la cinquième étape, c'est la commission présidentielle pour l'étude des problèmes éthiques en médecine et en recherche biomédicale et comportementale. Et quand on lit les documents de la commission présidentielle, on s'aperçoit que c'est toute notre doctrine du consentement libre et éclairé qui déjà est présente en 1983 dans ce document-là. Ce qui est intéressant de considérer aussi, c'est que les valeurs qui sont mises en évidence, ce sont l'autodétermination, le bien-être et l'équité, mais ils sont en ordre d'importance et en ordre de priorité. Alors, on voit pourquoi on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'autodétermination. Déjà, c'est présent dans le document de la commission présidentielle. Et c'est la décision du patient apte qui prévaut. Le patient apte peut donc choisir de ne pas entreprendre ou de cesser un traitement de maintien des fonctions vitales. Il peut même demander une réanimation cardio-respiratoire, même si elle est jugée non bénéfique d'un point de vue médical. Alors, on voit d'où ça vient, là, cette manière de faire les choses qui font que, finalement, la compétence médicale, elle est un peu mise de côté de ce point de vue-là. Évidemment, en autant que la personne ait reçu et compris l'information pertinente de la prise de décision, et comme je disais tout à l'heure, c'est la doctrine du consentement libre et éclairé qui est formulée ici. Le médecin a droit quand même, heureusement, à l'objection de conscience. Mais s'il refuse, il doit référer le cas à un confrère. Puis là, on se pose la question jusqu'à quand on réfère un confrère, s'il y en a plusieurs qui refusent. En cas d'inaptitude, un représentant participe aux décisions. C'est des choses qu'on connaît. Le choix du représentant, cependant, est moins étendu que celui
de la personne apte, et en cas d'opposition, on va tenter des discussions pour résoudre le conflit. Et si le conflit n'est pas résolu, on conseille la consultation d'experts, la consultation d'un comité d'éthique et, en dernier recours, les tribunaux. Ce qui est moins connu du document de la commission présidentielle, ce sont les responsabilités que les institutions devraient avoir dans cette question et devraient favoriser l'expression des volontés du patient apte par une bonne information et de manière à ce que cette personne puisse exprimer ses volontés avant qu'il ne soit trop tard, si on peut dire. De rédiger des politiques ou des lignes directrices qui respectent à la fois les valeurs de la santé, de l'amélioration de la santé et de l'autodétermination, et de mettre en place des instances formelles pour favoriser la révision des décisions. Ça a été pas mal mis de côté, cet aspect-là. La consultation, notamment d'un comité d'éthique, surtout quand il s'agit des questions de fin de vie, et la responsabilité de faire appel aux tribunaux si on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Ici, à la 6e étape, on est rendu au Canada, et c'est la déclaration conjointe des malades en phase terminale. Et là, c'est important parce qu'on ne considère que les malades en phase terminale dans ce document-là. On reconnaît évidemment qu'il est acceptable de ne pas réanimer une personne si on prolonge son agonie. Mais le fait qu'on en parle que pour les personnes de fin de vie, ça va aussi teinter, si on peut dire, ce qui va venir par la suite. On voit ici que les critères cliniques sont exposés de manière très sommaire. L'irréversibilité des dommages, la durée de survie avec ou sans traitement et les conséquences, évidemment, d'une non-réanimation qui est le décès de la personne. Les normes de procédure, je ne vous les énumère pas parce que c'est celles qu'on connaît du consentement libre et éclairé. Et la mise en application aussi, les résultats doivent être consignés au dossier. Ce sont des choses que vous connaissez. C'est assez général, en fait, ce que présente la déclaration conjointe. Ce qui est à remarquer, c'est la question des soins aux patients. Et ça va influer sur la pratique médicale par la suite, parce que ce qu'on indique ici, c'est qu'une personne qui ne sera pas réanimée, on s'attend à ce qu'elle reçoive des soins de confort et des soins palliatifs. Alors, évidemment, une personne qui refuse d'être réanimée, ça ne veut pas dire qu'elle refuse d'autres types de traitements de maintien de la vie. Mais le document de la déclaration conjointe incitait à penser que cette personne-là, qui ne voulait pas être réanimée nécessairement, voulait mourir, il ne voulait pas d'autres types de traitements actifs. Ici, on est au Québec, en 1984. C'est une enquête de Denise Granger avec Guy Durand et Jacqueline Fortin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le résultat de leur enquête donne comme indication que les médecins consultent davantage les familles que les patients. Vous avez les chiffres là, devant les yeux. Et ce n'est pas étonnant non plus de savoir que les médecins vont adopter une grande variété de pratiques selon l'approche qui leur est dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Le but des protocoles de non-réanimation, ça c'est intéressant de les voir parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a atteint les buts? Apporter une aide psychologique et professionnelle aux médecins qui doivent prendre de telles décisions, instaurer plus d'unité dans les décisions sur des cas semblables, partager les responsabilités, valoriser le travail d'équipe, valoriser une relation patient-médecin qui respecte les droits légaux des personnes, notamment le droit au refus de traitement, et protéger le médecin et l'hôpital contre les poursuites judiciaires. Ici, c'est un résultat d'étude que j'avais mené avec Guy Durand en 1987. Le livre est sorti en 90, c'est pour ça que c'est la référence de 90 que vous avez. On s'était adressé à tous les centres hospitaliers du Québec. À l'époque, il y en avait 197. Et il y en avait 70 qui avaient répondu à notre enquête, donc un bon taux de réponse de 86 %. Sur le nombre de ces centres-là, il n'y en a que 28 qui ont une politique de réanimation cardio-respiratoire ou encore une politique d'arrêt de traitement des maintien des fonctions vitales. Il y a deux centres qui ont les deux, un protocole de non-réanimation et l'arrêt de traitement des maintien des fonctions vitales.
Et il y a aussi 2 centres hospitaliers qui ont un NIM, c'est-à-dire un niveau un protocole de niveau d'intervention médicale. On peut utiliser le niveau de soins, on peut utiliser le niveau d'intervention, niveau d'intensité thérapeutique. On ne fait pas de différence ici. Alors, ces politiques, bon, comme il y a 2 centres, il y en a 2. Déjà, on parle de 30 politiques. Les politiques sommaires, c'est simplement d'inscrire au dossier que la prescription de non-réanimation, en fait. Les politiques qui reprennent la déclaration conjointe, plus ou moins, là, avec quelques détails en plus ou en moins, il y en a 11. Les politiques originales, il y en a 8. Les politiques d'arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales, il y en a 6. Et les politiques de NIM, il y en a 2. Je vais vous parler davantage des politiques de NIM, puisque là, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Les politiques originales, brièvement, c'est qu'ils vont définir davantage les concepts clés, parler de révision, vont parler de consultation de comité d'éthique. Ils vont étendre l'utilisation de ces protocoles-là, non seulement aux personnes en fin de vie, mais encore à ceux qui sont en coma végétatif persistant ou irréversible, ou encore qui sont gravement atteints, ou qui sont à risque de faire un arrêt cardiaque ou respiratoire. On parle dans certains cas du testament biologique, et on parle d'une ordonnance de non-réanimation, on indique plutôt que l'ordonnance de non-réanimation ne signifie pas absence de soins curatifs spécialisés. Il n'y a pas d'uniformité dans ces protocoles-là. Il y en a un qui indique que la décision du patient apte n'a pas priorité. Il y en a un autre qui dit que la décision du patient apte doit être respectée de manière absolue. Un autre qui dit que la décision de la famille a priorité dans certaines politiques. Et une autre encore, le jugement médical prévaut dans certains protocoles si la personne est inapte et en cas d'urgence. Les politiques de NIM sont intéressantes évidemment pour nous. Il y a 2 centres qui en ont, il y a Sainte-Justine aux soins intensifs, et la politique date de 1982. C'était assez avant-gardiste pour l'époque. Eux, ils font une catégorisation des malades. Et ils disent, les malades sans dommage cérébral sévère, tous les moyens sont utilisés. Les malades dont les fonctions cérébrales sont intactes, souffrant d'une atteinte irréversible d'un ou de plusieurs organes, ou des enfants plutôt, en phase terminale de maladie incurable, tous les moyens sont utilisés, sauf réanimation. Le niveau 3, les malades dont les organes vitaux et fonctions cérébrales sont irréversiblement atteints. À ce moment-là, il n'y a pas de réanimation ni de moyens extraordinaires, vous voyez le terme. Et finalement, les patients en mort cérébrale, on cesse les traitements, sauf évidemment s'ils sont donneurs d'organes. Et l'autre centre, c'est l'hôpital Diouville de Sherbrooke. Je pense que c'est un hôpital de soins prolongés à ce moment-là. Peut-être que c'est là encore. Peut-être que c'est devenu le centre. Oui. Le centre universitaire de Sherbrooke? Non? C'est bon. Le CSSI-CUGS, Centre de santé de service, Institut universitaire de gériatrie. Merci beaucoup. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que le niveau 1, c'est celui qui est le soin de confort. C'est le contraire de ce qu'on a habituellement aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant parce que là, on commence au niveau le plus bas, puis on ajoute à chaque niveau. Alors, niveau terminal, soins d'hygiène, de confort, contrôle de la douleur, support émotionnel, et on ajoute au niveau palliatif. On retient le premier niveau et on ajoute par la suite intégrité, restauration de l'intégrité cutanée, mécanique corporelle, contrôle de l'élimination, nutrition, hydratation par moyens normaux et contrôle des symptômes spécifiques. Ensuite, niveau visuel, tout ce qui vient précédemment, plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques courantes des chirurgies actuelles et le niveau optimal, où là on ajoute toutes les mesures pour un diagnostic précis, mesures thérapeutiques optimales, soins intensifs et transfert dans un centre spécialisé. Alors, est-ce que c'est terminé? Oui. C'est intéressant. C'est les personnes qui voudront avoir le PowerPoint. Je vous ai mis mon adresse ici. Alors, aujourd'hui, évidemment, la grande majorité des hôpitaux, je peux peut-être dire juste une
quelque chose là-dessus. Englobe plusieurs types de traitements. Ici, il ne s'agit pas d'une catégorisation. Explicite les principes éthiques qui fondent la politique, définissent les concepts clés et les procédures plus en détail. Et ça m'importe de vous dire ça, insiste sur la responsabilité médicale de favoriser le bien-être du patient au regard du respect de l'autonomie. Et là, il y a 3 centres qui mentionnent les lignes directrices ne doivent pas avoir priorité sur le jugement clinique. Les patients et les proches ne peuvent exiger des traitements jugés disproportionnés par les médecins. Et les professionnels de la santé ont droit à l'autonomie et à la liberté de conscience dans l'exercice de leur profession. Donc, l'autonomie n'est pas que du côté du patient. Alors, je termine là-dessus, c'est que finalement, aujourd'hui, la majorité des hôpitaux ont des politiques de niveau d'intervention. Et puis, il y a une enquête en cours. Moi, j'ai écrit tous les C3S, il y en a 94, puis j'attends des réponses, mais c'est pas terminé. Alors, je vous remercie.